Bonjour et bienvenue. Je suis Alban Mas, coach carrière, et mon objectif, c'est d'aider 100 000 personnes à trouver leur voie. Pour remplir cette mission, j'ai cofondé la Carte des talents. Nous proposons des accompagnements en recherche d'emploi, en bilan de compétences. Nous créons des outils comme le test Carte des talents et nous animons tous les 15 jours une libre antenne dont voici la rediffusion. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut, bonjour, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. J'ai un peu le trac, on n'a jamais été aussi nombreux pour cette libre antenne. On attend une soixantaine de personnes en direct. Vous avez vu, nouveau studio, nouveau décor, nouveau Alban. On essaie de professionnaliser un peu les choses. Bienvenue donc dans cette libre antenne où nous allons parler pendant 1 heure d'une méthode, de notre méthode, de la méthode qu'on emploie avec nos coachs carrière pour aider nos clients à accélérer leur recherche, à trouver un boulot, un bon boulot, en 4 mois et si possible encore moins. Une méthode en 4 étapes. Pourquoi? Pourquoi cet épisode? Parce qu'une recherche d'emploi, votre recherche d'emploi, elle peut parfois s'éterniser et ce pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que le projet est trop flou, vous savez pas encore où vous allez. Bon, voilà, c'est un des problèmes un peu les plus courants, c'est de se dire: je sais que je cherche du boulot, ça y a pas de souci, mais je sais pas ce que je cherche». Ça peut être parce que, la recherche, elle est trop lente. C'est-à-dire j'ai pas assez d'offres, j'ai pas assez d'opportunités, pas assez d'entretiens. Et puis, une recherche qui s'éternise, ça peut être parce que vous n'êtes pas assez compétitif ou vous ne vous sentez pas assez compétitif. Je suis trop senior, j'ai passé les 50 ans, je suis dur à embaucher, je viens d'une minorité, du coup, je sens qu'il y a quand même un peu de discrimination. J'ai un problème de compétence, je veux aller dans un job B et je viens d'un profil A et je vois pas trop comment basculer d'un côté à l'autre. Bref, du flou, de la lenteur, un sentiment de manque de compétitivité. Et aujourd'hui, notre méthode, enfin l'approche que je vais vous proposer, ça sert à mettre plus de clarté pour le flou, plus d'intensivité, enfin d'intensifier votre recherche là où il y a de la lenteur parfois, et plus de compétitivité quand vous postulez. L'objectif, c'est que vous ayez de quoi vous mettre en action en solo, vraiment, que vous puissiez vous dire: «OK, c'est bon, je vois sur quoi je pouvais un peu aller plus loin et j'y vais». Et puis, si vous voulez, travailler avec nous, pour les personnes avec qui on travaille déjà ou celles qui voudraient travailler avec nous, c'est que vous compreniez la méthode qu'on emploie et que nos coachs emploient pour les accompagnements. Donc, on aura réussi notre coup si on a réussi sur ces 2 aspects-là. Premier sujet, donc, le problème d'une recherche trop floue et c'est vraiment le sujet numéro 1, le 1er problème qu'on rencontre, c'est, bah, voilà, je sais que je cherche du boulot, je suis ouvert à plusieurs choses, je sais pas exactement quoi encore, on verra ce que je trouve, quoi. Ici, l'objectif de cette première étape sur 4, hein, c'est de clarifier justement votre projet et votre objectif. Donc, quand on sait pas vraiment ce qu'on cherche, ça peut ressembler à: alors je cherche un boulot dans le marketing ou la com, mais pas trop commercial et puis je suis aussi intéressé par l'univers du bien-être et en fait, quand je réfléchis, la seule chose qui est à peu près sûre pour moi, c'est que je ne veux plus travailler, avec des gens toxiques. Je ne veux plus travailler, dans l'univers de, l'aéronautique. Je ne veux plus travailler dans tel truc. OK, donc on sait ce qu'on veut pas. On a un ordre d'idées de ce qu'on voudrait, mais au final, on n'a pas du tout de projet précis. Quel est le problème? Bah, on peut pas régler nos alertes sur les job boards parce qu'en fait, ça part tous azimuts ou sur les sites de recherche d'emploi, on n'est pas en mesure de mettre des alertes. On ne peut pas pitcher aux proches notre projet parce qu'on n'en a pas ou qu'il est impitchable, donc on peut pas se faire aider. On ne peut pas cibler les bons mentors pour avancer et on ne peut pas cibler les bonnes entreprises pour candidater. Et puis surtout, le problème de tout ça, c'est que quand on est dispersé, quand le projet n'est pas clair, on peut se sentir un peu nul, un peu, plein de compétences humaines, mais avec assez peu de compétences métiers, parce qu'on se dit: «Bah, voilà, la RSE, ça pourra m'intéresser, mais j'ai pas d'expérience. Le marketing, oui, mais bon, c'est pas vraiment ce que je veux faire parce que» et en fait, on peut se dire, «En fait, je vaux rien, quoi» et le problème d'un projet pas clair, c'est donc le 4e problème, c'est qu'on peut se sentir nul parce que quand un projet est flou, nos compétences par rapport à ce projet, forcément, elles sont un peu floues aussi. La solution de cette première étape, c'est donc de clarifier à tout prix un projet. Et même pour des profils très généralistes qui vont être ouverts à plein de postes différents, dans plein de secteurs différents, et cetera, il y a des solutions pour clarifier un projet. C'est pas parce qu'on clarifie un projet que votre prochaine étape sera d'aller dans ce projet. Mais clarifier un projet,
ça va déjà vous permettre de raconter quelque chose et de marcher dans une direction pendant que le hasard de la vie s'occupe du reste, en fait. Vous ne vous enfermez pas, vous avancez concrètement dans une dimension pendant que, le reste des dimensions reste ouverte un peu au hasard des rencontres et des opportunités que vous verrez passer. Mais au moins, on se met à marcher dans une direction précise. Donc, même si vous êtes paumé, même si vous êtes ouvert à tout, même si vous êtes un profil polyvalent, eh bien, il faudra un projet. C'est la première étape. Comment on fait pour, faire germer un projet, pour clarifier un projet? Plusieurs, approches possibles et là-dessus, je vais prendre un peu plus de temps parce que c'est quand même assez fondamental, donc je voudrais pas aller trop vite. La première étape, possiblement, c'est de sous-traiter ça, hein, donc c'est de se dire, je fais un bilan de compétences, je fais une carte des talents ou je fais une introspection ou j'ai déjà fait une introspection ou un coaching et je me connais un petit peu. Voilà, la première étape, c'est de prendre tout ce qui a déjà été fait ou tout ce qui peut être fait dans les outils qui servent à clarifier un projet. De faire un atelier, APEC ou d'aller rejoindre un club d'entrepreneurs si on a un projet entrepreneurial dans les grandes lignes. Bref, c'est de prendre ce qui existe sur le marché, en gratuit ou en payant et qui sert à clarifier un projet, évidemment. Mais si vous n'avez pas le temps, si vous l'avez déjà fait et que ça n'a pas marché, ou si vous n'avez pas les sous pour faire ça, et si vous voulez une solution très concrète, nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est une approche sur plusieurs piliers possibles en se disant, tout le monde n'a pas la même façon de clarifier un projet. La première façon qu'on voit, c'est la façon traditionnelle, c'est la plus simple, c'est de partir d'un métier. En effet, voilà, je suis intéressé par ce genre de job. Heu, je suis intéressé par le métier de data analyst, ou de tel ou tel boulot. C'est facile, du coup, il y a un projet, j'envisage de faire ça. Ou une industrie, il y a un secteur, je suis intéressé par tel genre de secteur, OK. Ou de partir, d'une compétence qu'on veut acquérir. Je veux apprendre à diriger, je veux apprendre à manager, je veux apprendre à vendre, je veux apprendre à gérer un compte de résultats, je veux apprendre la finance, je veux apprendre, à gérer un projet, je veux apprendre à créer un événement. Donc, si je récapitule cette première approche-là, pour de clarification en fait maison, ce serait d'une façon assez traditionnelle de se dire: «Est-ce qu'après tout je sais déjà un peu quel métier m'intéresse?» Il peut y en avoir un ou 2. Quel secteur m'intéresse? Il peut y en avoir un ou 2. Mais s'il y en a plus que 2, on va se disperser. Et puis, est-ce que je sais au final ce que je veux apprendre dans ma prochaine étape? Donc une compétence à aller explorer, à aller acquérir par le terrain. Le job n'est pas une façon de faire valoir une compétence qu'on a, mais d'aller chercher une compétence qu'on a. OK, ça c'est une première approche possible. Une approche aussi qui fonctionne bien, c'est quand on se dit: «Bah non, moi il y a beaucoup de métiers qui m'intéressent, il y a beaucoup de secteurs qui m'intéressent, puis je sais pas vraiment quelles compétences je veux explorer pour la suite». Dans ce cas-là, ça reste encore assez flou. Une autre approche qui fonctionne super bien et c'est une approche qu'on utilise vraiment quotidiennement, c'est de partir d'un besoin, un besoin fondamental. Et ici, donc c'est un peu l'arme secrète pour des profils généralistes, c'est de se dire: «Vu que je ne sais pas quel métier me convient», parce qu'il y en a plein qui me conviennent, vu que je ne sais pas quel secteur me convient, je pars de quelque chose que je veux concrétiser en termes de satisfaction de mes besoins du moment. Donc nous, on a identifié une vingtaine de besoins, on les a listés dans la carte des talents, dans le test là, mais comme ça un petit peu, vite fait, dans les exemples de besoins qui peuvent vous aider à clarifier un projet, il peut y avoir la rémunération. Mon projet, c'est de monter ma rémunération, OK? Ça suffit pour chercher un boulot. Hem, Mon projet, c'est de générer plus d'opportunités. Je travaille dans un secteur qui est bouché, je suis copywriter, je travaille dans l'édition en tant que copywriter. L'intelligence artificielle est en train de tout bouffer et de bouffer les métiers de ce secteur-là un par un. Je cherche des nouveaux débouchés. OK, c'est un projet. Donc la rémunération, les opportunités futures, l'équilibre perso-pro. Voilà, je cherche un boulot avec plus d'équilibre pour m'occuper de mes enfants ou d'un parent qui est malade ou autre. Ça peut être un projet. Ça peut être aussi un mouvement géographique. Je cherche un projet pour quitter, Paris et m'installer dans tel pays ou telle ville, ou pour m'installer à Paris au contraire et autres. C'est un projet à part entière. Un autre besoin, ça peut être le besoin d'impact social. Je veux faire ce que je fais déjà, mais dans une boîte à impact ou sentir que ce que je fais, c'est utile pour le monde. OK, c'est assez précis pour avancer. Un autre besoin fondamental qui peut être facile à travailler, c'est le désir entrepreneurial. Je veux monter une boîte, je veux avoir un side business, je veux avoir un complément d'activité en tant que salarié diversifié. OK, tout ça, c'est suffisamment précis, une fois de plus, pour avancer sur un projet. Et puis, un peu plus compliqué à gérer, mais ça marche aussi parfois pour certaines personnes, ça peut être de se dire: «Je cherche, un mentor». Mon projet, c'est de trouver vraiment quelqu'un, une personne,
pour qui j'ai envie de travailler. Bah, du coup, ça devient précis aussi. On cherche non plus un métier, non plus un poste, mais un individu pour qui on veut travailler. Donc voilà, autant de façons de, de clarifier un projet quand on ne sait pas quel métier on cherche, dans quel secteur on cherche, ni quelles compétences on veut utiliser ou acquérir. Il reste 2 petites approches rapidement qui peuvent être utiles pour ça, pour, clarifier un projet. Les 2 dernières approches que moi j'entrevois comme ça un peu à chaud, puis qu'on utilise dans nos accompagnements, c'est de partir du marché local. Donc là, c'est utile, notamment quand on a besoin de trouver un travail rapidement et qui paye, c'est de se dire: «Bah, je vis à tel endroit et je vais aller voir l'observatoire de France Travail ou je vais demander à l'APEC ou à la chambre de commerce ou à des entreprises du coin, bah, quels sont les secteurs qui payent, qui recrutent, qui sont en développement. Parce que dans chaque bassin géographique, il y a des boîtes qui montent et il y a des boîtes qui coulent. Il y a des industries qui montent, il y a des industries qui coulent et il y a des choses qui se passent. Donc ça, c'est une façon un petit peu pragmatique de monter un projet, c'est de se dire: «Je veux rejoindre un secteur en pleine croissance ou une boîte en pleine croissance». OK. Et puis une autre façon, enfin en pleine croissance dans mon environnement local, dans mon bassin géographique actuel, hein, j'entends. Et puis une dernière façon qui est, très efficace aussi, c'est souvent celle qu'on fait déjà en solo, hein, quand on cherche du boulot, c'est pour ça que je termine par celle-là, bah, c'est de partir de votre légitimité actuelle, en fait. De se dire: «Bah, aujourd'hui, je suis commercial, heu, bah, je à quoi je peux prétendre?» Je peux prétendre peut-être à commercial senior, à directeur commercial, à business developer, à account manager, grand compte clé, bref. C'est de se dire, de façon rationnelle: «Je sais pas trop quel métier m'intéresse, je sais pas trop quel secteur m'intéresse. Par contre, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je connais mon CV et donc qu'est-ce qui est facile pour l'étape d'après quand on a mon parcours?» Ça peut être un projet. En fait, un projet, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on peut expliquer aux gens. Pour conclure cette première partie qui était la partie de clarification, l'objectif, c'est d'avoir un projet, donc un pitch, qui vous permet en 10 secondes de dire à n'importe qui là où vous en êtes et là où vous allez, comment on peut vous aider à y aller et que ce n'importe qui à qui vous avez dit ça soit en mesure de le répéter à n'importe qui, pour que ça puisse commencer à popper un peu et à générer des opportunités. Donc un pitch suffisamment clair pour qu'en 10 secondes, on puisse dire: «Voilà où j'en suis, voilà ce que je cherche». Quelque chose qui fait dire: «Ah oui, OK, je comprends exactement et je vois à qui je pense. Je pourrais te présenter telle ou telle personne, ou ça me fait penser à telle ou telle entreprise». Voilà, ça c'était la partie 1, et j'ai commencé par là parce que c'est un prérequis pour la partie 2 qui va consister à, en fait, à intensifier. Mais bon, on va y revenir juste un peu après sur de l'intensification. Le 1er problème qu'on a adressé, hein, c'était un problème de projet trop flou. On vient d'y répondre avec: «Je clarifie un projet». Hem, on va aller sur de l'accélération maintenant, mais juste avant ça, je fais un petit détour par, les annonces, par votre recherche qu'on va appeler passive. Parce que l'accélération, c'est une recherche active, mais entre votre projet et votre recherche active, il y a, il y a un monde et ce monde, bah, c'est votre recherche passive qui a été permise grâce à un projet. Qu'est-ce que c'est qu'une recherche passive? Bah, c'est tout ce qui peut vous apporter des opportunités sans que vous ayez besoin d'agir concrètement, sans que vous ayez besoin de les chercher et de les déclencher. C'est ça la recherche passive et c'est un peu le no man's land entre la clarification de votre projet et la phase d'activation, d'accélération qui viendra juste après. Donc cette phase de recherche passive, rapidement comme ça, on pourrait imaginer 3 pôles, on va dire, trois axes pour la travailler. Le premier, c'est votre profil LinkedIn. On va dire, votre personal branding passif. En gros, qu'est-ce que vous donnez à voir de vous? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Est-ce que votre, CV, il est un peu sur les différents sites? Est-ce qu'il est, sur les sites de votre industrie ou qui sont liés à votre projet? Est-ce que votre profil LinkedIn a été mis à jour avec une photo sympa, avec un titre clair, avec, une punchline claire sur là où vous allez? Puis avec peut-être, potentiellement, de façon assez passive, un post, juste un post qui clarifie ce que vous poursuivez en ce moment. Et ça, moi, je suis assez surpris, j'ai vu ça avec des clients. Parfois, un simple post qui dit: «Voilà un peu où j'en suis et le genre de choses vers lesquelles j'ai envie d'aller. Si ça vous fait penser à quelqu'un ou quelque chose, dites-le moi». Mais en fait, parfois, il y a 100 commentaires et puis dedans, c'est bon, il y a le boulot que vous attendiez, quoi.
Donc ça c'est passif parce que c'est pas récurrent. Même si vous avez dû faire un post, même si vous avez dû un peu pimper votre LinkedIn, je considère que c'est passif parce que ça vous demande pas de recommencer à faire des choses derrière. Donc dans l'approche passive, il y avait donc, heu, le profil LinkedIn. Il y a, votre pitch. Je reviens rapidement dessus, mais à quoi ça sert d'avoir un pitch? Bah, ça sert à pouvoir l'exprimer. Que vous soyez à l'apéro, en barbecue, en formation, au club de sport, en retraite de méditation ou je sais pas où, bah, dès que vous croisez quelqu'un, dites-lui en 10 secondes où vous en êtes et où vous allez. C'est passif, vous n'avez pas grand-chose à faire, c'est juste continuer votre vie, mais parlez-en. Parlez de là où vous en êtes et de là où vous allez. Ça peut vraiment générer des opportunités bien plus rapidement qu'on ne le croit et ça peut donner des idées aussi, à vous et puis aux gens qui vont vous écouter. Hem et là, évidemment, la dernière phase de cette recherche passive, c'est quoi? Bah, ce sont les sites avec les annonces. Pour moi, ça occupe une part à la fois importante parce que quand même, faut rester un peu réaliste. Statistiquement parlant, il est probable quand même à 70 ou je sais pas combien que vous trouviez votre boulot dans un job board, sur une annonce. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on a besoin d'être actif et de faire plein de trucs, mais au final, vous allez sûrement quand même trouver sur une annonce. Mais donc, à la fois, ça occupe une volumétrie importante de concrétisation et à la fois, ça occupe une partie assez petite de tout ce que vous pouvez faire pour trouver un boulot, rapidement et efficacement. Je sais que c'est paradoxal, mais c'est pour ça que pour moi, c'est juste un petit bullet point dans cette partie passive. Et là, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bah, maintenant que vous avez un projet, si c'est un secteur ou une industrie ou une compétence, bah, vous pouvez mettre ces mots-clés sur, Hello Work, l'APEC, Welcome to the Jungle, enfin bref, tous les sites de recherche d'emploi que vous connaissez. Vous pouvez mettre les bons mots-clés, vous pouvez mettre la bonne zone géographique, vous pouvez mettre le bon niveau de rémunération puisque votre projet est clair. Voilà. En tout cas, vous avez un projet au moins qui est clair. Je sais que c'est pas facile de s'arrêter sur un projet, mais une fois de plus, vaut mieux avoir quelque chose de clair pour avancer en parallèle du hasard que de tout laisser au hasard. Donc voilà, c'était, heu, sur cette partie, job board et sites d'annonces d'emploi, bah, le message, c'était juste de dire, maintenant vous avez des critères grâce à votre projet pour paramétrer vos alertes automatiques et puis là-dessus, on va commencer à parler un peu organisation de votre temps. On n'est pas dans de la passivité pure parce que là-dessus, vous allez quand même investir facilement 1 heure par jour. Mais il faut pas forcément, de mon point de vue, mettre plus qu'1 heure par jour sur les job boards et les sites d'annonces. C'est d'aller relever le matin un peu le courrier en se disant: «Tiens, qu'est-ce qui se passe de beau? OK» et puis je continue ensuite sur le reste. On en vient donc à notre étape, hem, 3. On avait étape 1 qui était de clarifier, étape 2 qui était, d'organiser votre recherche passive. Étape 3 qui va être d'organiser votre recherche active. Ici, votre objectif, il est un peu plus costaud. Hem, il va demander un peu plus de transpiration. Il va consister, en tout cas, c'est ce que je vous propose et c'est ce qu'on propose à nos clients, d'aller rapidement et avoir échangé avec 30 personnes. Donc ceux qui connaissent déjà ce média ou avec qui on a déjà travaillé, vous connaissez cette stat par cœur. Et pourquoi 30 personnes? Bah, déjà, c'est parce que statistiquement, on observe qu'entre la 20e et la 30e personne qualifiée, hein, la personne vraiment intéressante par rapport à votre projet. Bah, entre le 20e et le 30e contact, il se passe vraiment beaucoup de choses. Il commence à y avoir des opportunités qui tombent, pas toujours là où on imaginait, mais il se passe toujours quelque chose. 2e raison, c'est qu'il faut quand même un peu de volume, bah, déjà pour accélérer, hein, pour avoir, du grain à moudre, pour garder le mental. Parce qu'à chaque fois que vous allez avoir quelqu'un, un échange avec quelqu'un, ça va vous faire un peu comme une séance de sport. Ça va vous gonfler à bloc et ça va vous redonner espoir dans l'avenir et dans le fait que vous êtes quelqu'un d'intéressant, qui peut faire des choses bien et qui a des opportunités pour vous quelque part. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est important d'avoir un peu de volume dans votre phase active. Ça vous permettra aussi d'être moins à l'aveugle. Plus vous allez rencontrer de monde, bah, plus vous allez éclairer le sentier sur lequel vous voulez marcher, qui est lié à votre projet. Et puis, une fois de plus, si on est purement dans des stats, une trentaine de personnes, c'est au moins ce qu'il faut pour avoir vraiment du résultat. Et donc si vous les avez très rapidement, bah, vous aurez du résultat très rapidement. Je reviens simplement sur quelque chose que je vous ai pas dit sur la recherche passive avant de déployer la recherche active. Dans la recherche passive, la finalité, j'ai oublié de conclure. La finalité, c'était de recevoir des opportunités entrantes, faibles. Faut pas s'attendre à en avoir 10 par jour. Sauf si vous êtes dans un marché qui explose, mais dans ce cas-là, vous ne serez pas en train d'écouter cet épisode.
si vous êtes chassé tous les jours et tout. Donc juste pour finir sur la recherche passive, l'objectif, c'est d'avoir des opportunités entrantes, mais ne vous attendez pas à ce qu'elles soient qualitatives et ne vous attendez pas à ce qu'elles soient nombreuses et ne vous attendez pas à ce qu'elles soient régulières. Voilà. Donc ça va déclencher des opportunités, hein, d'avoir paramétré vos offres, d'avoir fait votre LinkedIn et de parler de votre pitch à tout le monde, mais ça amènera des opportunités au compte-gouttes, pas toujours très quali et de façon complètement imprévisible. Et c'est là qu'intervient la phase 3 dont j'étais en train de parler, celle où vous allez être proactif pour accélérer. Voilà, ça c'est cette phase-là, c'était vraiment quand votre projet, il est trop quand votre recherche d'emploi, elle est trop lente. Bah, ces 30 échanges vont vous permettre d'accélérer. Concrètement, comment on fait pour échanger avec toutes ces personnes-là? Bah, déjà, il fallait un projet, ça permet d'avoir un pitch pour dire en 10 secondes ou en 30 secondes, voilà qui je suis, voilà ce que je cherche, voilà où je vais et votre projet vous permet aussi de cibler, les bonnes personnes qui sont vraiment légitimes pour éclairer vos questions sur votre projet, une fois de plus. Donc je vous invite dans cette phase-là déjà à être très sharp sur votre pitch, sur votre ciblage. Ensuite, à être très efficace sur ce que vous attendez de l'échange. Ça arrive trop souvent, qu'on fasse un échange, un peu mentor, un échange réseau. Par exemple, pour illustrer tout ça, je suis commercial et je suis intéressé par tel nouveau secteur et je vais parler avec un directeur commercial dans ce nouveau secteur qui m'intéresse. Il arrive trop souvent que, bah, en fait, on n'a pas assez préparé le truc et on n'est pas au clair sur ce qu'on attend de l'autre et donc on a vite fait de passer 1 heure à parler de tout et de rien. Puis l'autre, bah, il a investi du temps sur nous, puis il se dit: «Mais en fait, qu'est-ce qu'il veut? C'est pas clair et tout». Donc je vous invite vraiment à être très précis sur ce que vous attendez de chaque entretien et à le dire à la personne avec qui vous aurez un échange. À être aussi, assez efficace sur les modalités des échanges avec lesquels vous souhaitez échanger, donc que ce soit en visio, par téléphone, autour d'un café, dans les locaux de cette personne-là. Soyez précis sur la durée, sur la modalité qui fonctionne pour vous et en évitant d'être trop long, quoi. Et puis, évidemment, beh, je reviens dessus une énième fois, mais c'est prendre bien conscience dans cette phase-là qu'on ne va pas demander un job. C'est très différent d'une candidature spontanée. Dans cette phase d'activation, les gens avec qui on échange, c'est des gens dont on estime qu'ils peuvent avoir des réponses éclairées et des conseils intéressants, des contacts, des entreprises, des petits hacks pour nous faire avancer plus vite, sur notre projet et donc on leur demande tout sauf un job. On leur demande des conseils, on leur demande tout ce qu'on veut, mais on leur demande jamais un job. Hem, je sais que je vais un peu vite sur cette partie, comment est-ce qu'on a ces 30 contacts-là, mais j'en ai tellement parlé. On a tellement de ressources déjà, notamment, sur la plateforme Carte des talents, je vais vous mettre le lien là en commentaire. Mais, on a fait tellement de choses et on va continuer à produire tellement de contenu là-dessus que, je voilà, j'ai pas envie d'ouvrir la boîte de Pandore de comment on fait pour réseauter quoi, parce que c'est un sujet à part entière. Mais en tout cas, ce qu'on fait nous méthodologiquement, c'est qu'après avoir clarifié et après avoir paramétré la recherche passive, eh bien on va accélérer avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres. Je vous partage le lien de la plateforme. Hem, Simplement, où trouver ces gens-là? Sans aller trop dans le détail. Vous allez avoir votre réseau direct, vous allez avoir votre réseau indirect, les amis de vos amis, les collègues de vos collègues, les contacts de vos anciens managers, les anciens de vos anciens élèves, enfin les anciens élèves de vos études si vous êtes passé par une école, une fac ou autre. Voilà, tout le réseau que vous connaissez déjà, mais essayez de penser un peu à comment penser bien à tout le monde. Il va y avoir LinkedIn, il va y avoir des plateformes, il va y avoir des communautés, il va y avoir des groupes Facebook, des groupes Insta. Bref, tout ce qui est communauté, LinkedIn, plateforme, vous pouvez trouver. Et puis il y a tous les événements aussi. Hem et puis quelques petits conseils comme ça, un peu en vrac. Essayez de privilégier le téléphone autant que vous le pouvez, même si vous allez envoyer vos demandes par message, mais essayez de le faire enfin, chaque fois que vous pouvez, essayer d'avoir la personne au bout du fil, parce que vous allez gagner plusieurs semaines et comme là, notre sujet, c'est d'accélérer, bah, à chaque fois que vous le pourrez dans cette démarche de recherche d'emploi, préférez le téléphone plutôt que l'écrit, parce que le téléphone, c'est l'immédiateté et il y a un moment où, vu que le sujet là, c'est comment vous accélérer une recherche trop lente, bah, si on veut accélérer, utilisons des outils rapides et le message écrit, c'est pas quelque chose de rapide, par rapport à un texto ou à un WhatsApp ou à un coup de fil surtout. Je réfléchis vite fait à comment est-ce qu'on peut aller un cran plus loin sur cet aspect-là d'accélération.
Juste et pour vous parler un peu de statistiques. Grosso modo là-dessus, je disais qu'il y avait à peu près 1 heure par jour qu'on peut consacrer consacrer aux annonces, sur les job boards. Ben, ici, ça va être plutôt que du temps, ça va être un nombre de messages envoyés que je vous invite à considérer. Et je vous invite à considérer quelque chose comme à peu près 5 messages par jour. Pourquoi 5 messages? Pourquoi 5 demandes de contact par jour? Parce que 5 demandes par jour, ça fait 25 par semaine, si vous avez vos week-ends pour vous reposer un peu et 25 par semaine, statistiquement parlant, ben, en fait, ça vu qu'il y a que 10 des gens qui vont vous répondre, en une semaine, eh bien, ça veut dire que vous aurez, si vous faites 5 demandes par jour, bah, vous aurez 2 à 3 échanges par semaine et donc, eh ben, au bout de 4 mois, vous aurez vos 30 échanges. Donc c'est pas une science exacte, mais statistiquement parlant, c'est pertinent de la jouer comme ça et en tout cas, en dessous de ça, ça reste assez faible. Donc ça vous paraît peut-être énorme d'envoyer 5 messages par jour, mais dites-vous que si vous envoyez 5 messages par jour, vous n'aurez que 2 à 3 échanges par semaine, ce qui est pas tant que ça. Hem, je termine rapidement sur, cette partie d'accélération. Il y a certains jobs, heu, des jobs accessibles comme ça, dans la vraie vie, j'ai envie de dire, si vous voulez travailler, dans une boutique, si vous voulez travailler, dans une agence, enfin quelque chose qui est une entité physique et que vous pouvez vous déplacer. Il y a certaines typologies de jobs qui méritent clairement de prendre son vélo ou sa voiture et d'y aller et de déposer son CV en candidature spontanée. Alors si vous vous postulez, au siège social, d'une énorme boîte à La Défense, tout en haut d'une tour avec énormément de barrières à l'entrée, évidemment, ça sert à rien de prendre un vélo et d'aller déposer un CV. Mais dans certaines typologies de jobs, on oublie que déposer, ses CV, ça permet souvent d'avoir un échange avec le recruteur, avec le RH, avec un opérationnel. Donc ça peut être une façon aussi d'accélérer les choses en candidature spontanée. Et une dernière approche, qu'on recommande à nos clients et sur laquelle on accompagne nos clients et qui est assez efficace, il y avait le côté réseau mentor, mais il y a le ciblage des entreprises et comment est-ce qu'on va pénétrer une entreprise, ou une organisation où on a vraiment envie de comprendre comment ça marche et de se créer des opportunités. C'est à mi-chemin entre la candidature spontanée et l'entretien réseau, l'entretien mentor. Ici, la stratégie, ça va être de cibler chaque jour. Donc j'étais à 5 messages par jour pour les mentors et le réseau. Ici, on est plutôt sur une fois par jour, cibler une entreprise qui vous intéresse. Une équipe, une entreprise, une entité, un organisme, peu importe. Un endroit où vous aimeriez travailler. Et donc chaque jour, c'est de repérer 3 personnes qui travaillent à cet endroit. Si possible, dans les sphères qui sont à peu près les vôtres, mais c'est pas grave s'ils sont dans d'autres sphères. Et donc ça veut dire que chaque jour, on va vous inviter à envoyer donc 3 messages à 3 personnes qui travaillent dans une entreprise précise qui vous intéresse. Des messages pour demander une prise de contact, pour essayer pour dire: «Voilà, je m'intéresse à cette entreprise, je serais heureux de parler avec toi, d'avoir ton retour d'expérience». Chaque, salve, j'ai envie de dire, chaque entreprise va nécessiter 3 relances. C'est-à-dire que dans l'entreprise A, il va y avoir le contact A que tu auras peut-être trouvé sur LinkedIn, le contact B, trouvé par réseau et puis le contact C, sur LinkedIn aussi, on va dire. Bah, donc du coup, l'entreprise A, ça va être 3 messages et c'est pas grave si les gens se parlent entre eux et qu'ils disent: «Bah, tiens, toi aussi tu as reçu le message de untel, c'est bizarre». Bah, on s'en fiche, le but c'est d'aller vite, c'est d'avancer. Hem, chacune de ces 3 personnes va pas forcément répondre tout de suite et donc avant d'arrêter ce processus, bah, dans chaque, entreprise ciblée, il y a 3 relances. C'est j'envoie le message, puis une semaine après: «OK, je viens aux nouvelles, est-ce que vous pensez qu'on pourrait éventuellement échanger?» Et puis encore une ou 2 relances, une ou 2 semaines après. À partir du moment où il y a pas eu de réponse après 2 ou 3 relances, c'est bon, on laisse la personne tranquille, on n'aura jamais de retour. Mais en faisant ça, on accélère les choses. La relance, c'est une façon d'accélérer aussi, hein, on l'oublie souvent. Voilà, donc si je récapitule cette partie d'accélération, il y avait les candidatures spontanées sur les jobs qui le permettent. Il y avait, échanger avec une trentaine de personnes qui sont des mentors dans les postes qui nous intéressent, et leur demander conseil. Il y a échanger avec 3 personnes par entreprise qui nous intéressent avec un système de relance et puis c'est déjà pas mal. En faisant tout ça, heu, et puis pardon, il va y aussi y avoir participer à des événements, en privilégiant toujours si possible la vraie vie, le téléphone, l'échange direct.
En faisant tout ça, l'objectif, c'est quoi? Bah, c'est d'avoir rapidement 30 conversations qualifiées avec des gens intéressants qui vous veulent du bien et qui ont compris votre projet, confère, point de vue début et qui sont des bons mentors et qui sont capables de vous aiguiller vers la suite et aussi de faire passer votre CV, à l'étage du dessus ou de faire passer votre CV en interne ou de vous recommander à quelqu'un. Voilà, j'espère que c'est clair. Je pense être un peu parti dans tous les sens, mais pardon pour ça. Malgré le prompt, enfin, malgré le script, ça reste dur d'être focus. Hem, Étape numéro 4 et dernière étape, ça va être une étape d'amélioration de l'exécution, de vous rendre plus compétitif. Donc les problèmes qui compliquent une recherche d'emploi, je reviens dessus, il y avait le manque de clarté, le manque de vitesse et le manque de compétitivité. Comment est-ce qu'on essaie de faire gagner de la compétitivité à nos clients? Eh bien, en exécutant la recherche d'emploi et ses candidatures comme quelqu'un qu'on ne peut plus ignorer, tellement il est présent ou intéressant ou pertinent. Comment on fait ça? Premier aspect, ça va être potentiellement du personal branding. Tout le monde ne va pas faire ça. Clairement, il y a vraiment beaucoup de gens pour qui ça va pas être une approche intéressante, mais certaines personnes pour qui ça va l'être. Comment est-ce qu'on va cultiver un personal branding? Bah, vous trouvez un projet qui vous motive, un projet dans le projet. Par exemple, si votre projet c'est de devenir directeur commercial, d'une structure, bah, vous pouvez monter un petit projet pendant votre recherche d'emploi qui consiste à, interviewer plein de directeurs commerciaux et à leur livrer à la fin un rapport de ce que vous avez appris. Un projet dans le projet, ça peut être, de vous intéresser à toutes les meilleures pratiques et à tous les meilleurs outils qu'utilisent les directeurs commerciaux dans leur métier. Voilà, le but, c'est d'avoir quelque chose à raconter et de pouvoir produire dans une posture de production. Dès que vous allez produire, vous serez plus visible et vous serez vu comme un insider, en fait, en lien avec votre projet. Mais aussi, parfois, c'est simplement de la consommation. Ça peut être, de vous former, de rejoindre une association qui est liée à votre projet. C'est d'avoir des choses à raconter sur votre CV. De dire: «Voilà, j'ai suivi tel MOOC, je suis rentré dans tel collectif et cetera et j'ai aussi fait tel projet-là». Ce qui fait que quand vous postulez pour, un job et ben, on se dit: «Bah, OK, cette personne-là, elle sort pas de nulle part. Elle est hyper engagée en ce moment dans notre domaine». Voilà. Donc ça, c'était cultiver son personal branding. Il y a plein de façons de le faire. Je vais pas détailler trop loin. Hem Le deuxième axe pour se rendre, très visible et surtout pour, se rendre, enfin pour faire en sorte de ne pas pouvoir être ignoré, ça va être des candidatures réussies. Là, je parle pour le coup de nouveau de quand il y a une annonce. Comment est-ce qu'on candidate en étant sûr que notre candidature, elle va conduire à un entretien? Eh bien, la première étape, c'est d'aller vite. Parce que chaque fois qu'on laisse passer du temps, et ben, en fait, on laisse passer des centaines de CV dans le filet. Et au final, bah, souvent dans un process de recrutement, je l'ai souvent dit et c'est tous les recruteurs le disent, il y a des centaines de candidats qui postulent. Donc aller vite, c'est une façon, enfin, postuler vite, c'est une façon déjà de se donner des chances d'être repéré. Hem, Ensuite, un deuxième axe, je vais pas aller trop dans le détail, une fois de plus, je vais rester un peu macro, mais c'est d'avoir un CV sur mesure qui n'est pas autobiographique, comme on le fait souvent, mais qui est un CV qui est fait pour déclencher un entretien, basé sur les compétences métiers qui sont recherchées. J'ai déjà fait un épisode là-dessus, donc je vais pas redétailler là. Mais c'est de se dire, votre CV n'est pas fait pour parler de vous, votre CV, il est fait pour répondre à un besoin qui est exprimé dans une offre. Et donc, chaque offre a un CV très précis, un CV orienté hard skills. Voilà, je sais que ça peut être un peu du chinois, mais si vous vous demandez ce que je veux dire par là, bah, écoutez les épisodes dédiés à ça, du podcast. Si votre CV, une fois que vous avez repéré les hard skills qui sont demandés dans une annonce, si votre CV, il est en phase avec ces hard skills, bah, super, vous faites, vous les listez, vous faites un CV qui vient, heu, rassembler toutes ces compétences qui sont demandées et puis il sera vraiment lu et il sera considéré. Si par contre, je veux être directeur commercial, qu'aujourd'hui je suis coach et que, au final, quand je liste les compétences demandées dans l'annonce et que je liste, mon CV, mes expériences, il y a rien qui coche, bah, dans une certaine mesure, c'est déjà foutu. Ça sert à rien d'envoyer un CV comme ça. Il faudra passer par le réseau pour que le recruteur fasse une exception pour moi et qu'il comprenne ma valeur autrement qu'en candidatant par CV. En tout cas, ici, le message, c'est de dire: chaque CV doit être sur mesure. Il y a des techniques pour ça, mais je vais pas ouvrir la boîte de Pandore ici. Pareil pour les lettres de motivation, il y a aussi des techniques d'avoir une lettre de motivation
qui soit tourné vers l'entreprise et non pas vers soi. On n'est pas là pour raconter qui on est là un peu pour montrer pourquoi cette boîte-là, on l'a comprise, on a compris son besoin, ses contextes, et comment est-ce qu'on nous, on se voit dans cette réalité-là. Et puis aussi, en termes d'exécution, quand on postule, chaque candidature est assortie d'une prise de contact, que ce soit par téléphone, par LinkedIn ou par mail. J'ai postulé, j'essaie de prendre contact avec la personne qui a mis l'annonce. Je sais que ça peut faire peur, mais ça améliore votre capacité à être vu et entendu. Évidemment, il y a la relance aussi qui améliore cette capacité-là. Et heu et puis il y a encore plein d'autres façons de vous rendre visible et d'essayer d'être sûr de décrocher un entretien. Vous vous déplacer en personne, écrire un courrier, à l'ancienne, trouver des façons créatives que vous trouverez, en réfléchissant un peu au sujet. Donc voilà, le point ici, c'était de dire de postuler d'une façon qu'on ne peut pas négliger. Troisième point, c'est, de mener vos entretiens de sorte que le recruteur, la personne en face de vous en entretien, elle se dise: «OK, là, cette personne, il nous la faut». Vraiment d'avoir des entretiens hyper quali. Pareil, c'est pas en 3 minutes là que je vais pouvoir tout expliquer, mais pour ça, les grandes lignes, c'est d'être hyper au clair sur le contexte et les besoins de cette entreprise, de cette équipe, de ce recruteur. De comprendre ce qu'il veut en amont, de pouvoir se pitcher efficacement, de pouvoir déminer en amont pendant l'entretien, les potentielles objections, et surtout le plus important, ce qui est un peu nouveau dans notre approche, ce que peu de gens font, c'est de commencer de mener l'entretien comme si on était déjà dans l'équipe, en fait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire d'arriver avec déjà de la matière, déjà du contenu, déjà un peu le fruit de notre travail, comme si on avait commencé à travailler dans cette boîte-là, et de poser des questions à la fin et qui sont pas juste des questions de clarification, du style, «Est-ce qu'il y a des tickets restaurant?» ou «Comment marche tel truc?» mais plutôt des questions de projection sur, en fait, moi, je me projette bien avec vous, donc du coup, comment est-ce qu'on ferait pour régler ça? Comment est-ce qu'on atteindrait tel objectif ensemble par rapport à votre contexte que j'ai compris? Vraiment, ici, le message, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte qu'un candidat, à la fin d'un entretien, il fasse partie de l'équipe, même s'il n'est pas retenu, quoi, en fait. Et c'est de montrer qu'on se projette et de le prouver en commençant à travailler comme si on avait eu le poste. Et puis un tout dernier point sur la partie, de compétitivité, c'est la relance. Je sais que je l'ai déjà dit 2 fois, mais je le redis une troisième fois. La relance systématique avec un petit fichier Excel de suivi de voilà, tel mentor, je l'ai relancé déjà 2 fois, encore une et j'arrête. Telle entreprise, j'ai fait tel entretien, ils m'ont ghosté, je relance efficacement, et cetera. Sur ça aussi, on a fait des épisodes et sur ça aussi, il y a des ressources dans la plateforme. Hem, voilà. Je m'arrête là sur cette partie théorique. Ma petite conclusion, c'est que trouver un job rapidement, c'est pas envoyer beaucoup de CV, c'est clarifier, c'est, passivement pouvoir quand même être un peu en veille, c'est être très proactif sur, le réseau avec une trentaine d'échanges, et c'est d'exécuter très proprement à chaque stade des candidatures. CV, entretien, relance. Voilà. Ce que je vous propose, comme le contenu était un peu dense, c'est de mettre, une petite pause là de 2 minutes avec, une petite musique pour digérer tout ça, prendre un café, réfléchir aux questions que vous avez potentiellement. Puis dans une deuxième phase, je répondrai à toutes les questions que vous pouvez avoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, pensez à le partager et à nous laisser un commentaire. Pour poursuivre la discussion, rendez-vous sur albambas.com et sur lacartedestalents.com pour accéder à notre plateforme de ressources. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de votre carrière.